Le Fil Info. Ici Zach Langlois et voici votre fil d'actualité de l'Association des radios communautaires de l'Ouest et des Territoires. Les enseignants de la Saskatchewan sont en grève mardi. Cette action fait suite à une impasse dans les négociations avec le gouvernement provincial. Selon la Fédération des enseignants de la Saskatchewan, environ 13 500 enseignants sont en grève et 765 écoles saskatchewanaises sont affectées par cette journée de grève, incluant celle du Conseil des écoles fransaskoises et 212 de ses enseignants. Partout en province, les enseignants bravent le temps froid pour faire entendre leur voix, notamment devant le palais législatif à Regina. Lors d'un point de presse mardi matin, le ministre de l'Éducation de la Saskatchewan, Jeremy Cockerill, a assuré que l'enjeu de la complexité des classes ne ferait pas partie des négociations ni de l'entente. Il a réaffirmé que ce problème est mieux géré par les 27 divisions scolaires de la province. La présidente de la Fédération canadienne des enseignantes et enseignants, Heidi Yetman, indique que l'explication du ministre de l'Éducation est dépourvue de sens. Pour l'instant, il s'agit de la seule journée de débraillage des enseignants, mais la Fédération des enseignants de la Saskatchewan ne ferme pas la porte à des mesures plus sévères au besoin. Les cours, le transport scolaire et les activités parascolaires sont tous annulés durant la journée de grève. Face au débraillage, le Conseil des écoles fransaskoises indique dans une déclaration écrite avoir mis en place un plan de continuité pédagogique afin de répondre aux besoins individuels de chaque élève. En réaction à cette journée de grève, le nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan soutient que c'est le résultat du refus de négociation sur 9 des 10 points de négociation. Environ 13 500 enseignants sont en grève et 765 écoles saskatchewanaises sont affectées par cette journée de grève, incluant celle du Centre d'enseignement fransaskoise et 212 des enseignants. La Fédération et le ministre de l'Éducation sont à la table des négociations depuis juin 2023. L'entente précédente entre la province et les enseignants a pris fin le 31 août 2023. Le Manitoba a réitéré mardi sa volonté de rendre les soins aux victimes de violences sexuelles plus accessibles. Le gouvernement provincial a également fait le bilan d'un programme de soins annoncé l'an dernier qui a permis d'aider 38 personnes jusqu'à maintenant. L'année dernière, le gouvernement progressiste conservateur a annoncé qu'il verserait 1,3 million de dollars aux organismes Clinic et Kanichiik à Winnipeg afin qu'ils puissent offrir les services du programme d'infirmières spécialisées en soins aux victimes de violences sexuelles. Ce financement avait été annoncé par les progressistes conservateurs peu après la démission en bloc d'infirmières spécialisées au HSC à Winnipeg. En conférence de presse mardi, les ministres des Familles et responsables de la condition féminine Nahani Fontaine, Uzuma Asguara, ministre de la Santé, ont donné des détails sur ce programme lancé en octobre. Ce programme permet aux victimes d'avoir accès à une infirmière spécialisée en dehors d'un hôpital et d'obtenir un soutien immédiat et continu de la part des cliniciens, de conseillers gardiens du soir, d'aînés et d'autres personnes. Les deux organisations qui offrent des soins médico-légaux dans leurs locaux se partagent l'équivalent de 2,8 infirmières examinatrices à temps plein, en plus d'une personne responsable de la coordination. En offrant ces soins essentiels dans un cadre communautaire, on s'assure que les victimes ont accès à des soins qui répondent à leurs besoins, ajoute Uzuma Asagwara. Clinic offre actuellement ses services 6 jours par semaine, dont certains soirs du lundi au jeudi. Kanichiik offre actuellement ses services les mardis et les jeudis de 8h30 à 16h30, mais prévoit de les étendre dans les mois à venir. Au cours de la campagne électorale, le nouveau Parti démocratique a promis une stratégie provinciale pour garantir des soins aux victimes d'agressions sexuelles partout dans la province. Il a estimé que cette promesse coûterait 2,4 millions de dollars par année. La chef du nouveau Parti démocratique de l'Alberta et ex-première ministre Rachel Notley a annoncé mardi qu'elle quittera son poste à la tête du parti. Elle restera cependant en poste jusqu'à ce qu'elle soit remplacée. Elle compte également demeurer pour l'instant députée de la circonscription d'Edmonton-Strathcona où elle a été élue pour la première fois il y a près de 16 ans. Rachel Notley a dirigé la province de 2015 à 2019. L'annonce de son départ a suscité des réactions de la part de nombreux membres de la classe politique
canadienne et albertaine, à gauche comme à droite de l'échiquier politique. Par écrit, la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, souligne que le poste de première ministre est extrêmement exigeant et elle l'a occupé avec un honneur et une dignité qui rappellent ceux de son défunt père, un autre Albertain honorable et loyal, faisant référence à son père Grant Notley, qui a contribué à fonder le nouveau Parti démocratique en Alberta. Le chef du nouveau Parti démocratique fédéral, Jagmeet Singh, a écrit que son homologue provincial représente une source d'inspiration pour les néo-démocrates partout au pays, car elle a fait passer le parti de 4 sièges à un gouvernement majoritaire. Il affirme également qu'elle a rendu les néo-démocrates fiers. Lors de la conférence de presse pour annoncer son départ, Rachel Notley a expliqué avec émotion qu'elle avait été élevée selon la conviction que le service public est une chose que l'on doit s'efforcer de faire tout au long de sa vie. Elle a ajouté qu'elle aurait souhaité que ses parents puissent être témoins de ce que nous avons accompli. Son père est décédé dans un accident d'avion en 1984 alors qu'il était chef de l'opposition officielle. Le calendrier et les règles de la course à la chefferie seront décidés lors d'une réunion du conseil provincial du nouveau Parti démocratique à la fin janvier. Jusqu'à 20 cm de neige, Vancouver recommande d'éviter les déplacements non essentiels. Un autre manteau de neige va tomber sur une grande portion de la Colombie-Britannique avec des accumulations de 20 cm prévues dans certaines zones de la côte sud, notamment dans le Grand Vancouver et le Grand Victoria selon Environnement Canada. Ces prévisions surviennent une semaine après les températures records qui ont été enregistrées en raison d'une vague de froid arctique qui a soufflé sur la province. Elle a provoqué bien des maux de tête à la population qui a dû composé avec des fermetures de routes, des pannes d'électricité et des annulations de traversiers. La ville de Vancouver avise les résidents de s'en tenir aux déplacements essentiels alors que des opérations sont en cours pour préparer certains tronçons routiers tels que les artères principales, les couloirs d'autobus et les rues avoisinant les hôpitaux. Les rues résidentielles ne sont pas incluses dans le plan et la ville recommande aux résidents de préparer leurs pelles, leurs pneus d'hiver et leur matériel de dégivrage. Des refuges et d'autres installations sont disponibles pour se mettre à l'abri. Selon la ville, 190 lits supplémentaires ont été installés pour répondre à cette condition météorologique extrême. Les chutes de neige s'abattront en fin de la journée mardi et ce jusqu'à mercredi. De la pluie s'ajoutera éventuellement au cocktail météo dans la région du Grand Victoria. Environnement Canada prévoit aussi possiblement de la pluie verglaçante le long de la frontière avec les États-Unis au cours de la nuit. Les dernières chutes de neige importantes à Vancouver en décembre 2022 avaient entraîné bien des défis. Une grande partie des transports en commun avait été paralysée et plusieurs accidents de la route ont eu lieu, notamment entre de nombreux véhicules qui n'étaient pas munis de pneus d'hiver. Possible augmentation importante de l'impôt foncier à Yellowknife. Une première ébauche du budget municipal de la ville de Yellowknife laisse croire que le taux d'imposition foncier de la capitale pourrait augmenter de 7,22% au cours de la prochaine année financière pour éponger le manque à gagner. Réunis en comité, les conseillers municipaux ont entendu Kavi Pandou, directeur des services administratifs, annoncer que le temps était compliqué et il demande aux membres du comité d'être ouverts d'esprit alors que la région traverse des temps difficiles sur le plan économique. L'ébauche est la toute première étape du processus budgétaire qui mènera ultimement vers une proposition de budget soumise au vote. Toute hausse du taux d'imposition pourrait être revue à la baisse d'ici là. L'an dernier, la hausse initiale de 7,47% s'est soldée par une hausse adoptée de 4,37%. Pour l'instant, le document propose une hausse en fonction de la valeur de la propriété. Ainsi, pour une maison évaluée à 250 000, l'impôt foncier passerait de 1 570 $ l'an dernier à 1 685 $ pour la prochaine année, soit une hausse de 115 $. Pour les propriétés commerciales, les taux d'impôt signifieraient que dans le cas d'une propriété évaluée à 1 million de dollars, la facture serait majorée de 970 $. Les fonctionnaires municipaux souhaitent par ailleurs mettre en place un fonds d'urgence de 3,5 millions de dollars à partir d'un fonds général existant pour financer des mesures liées au changement climatique, à la cybersécurité ou à d'autres situations d'urgence. Ce fonds permettrait, selon les administrateurs, d'affronter une saison des feux possiblement dévastatrice l'été prochain. Du côté des infrastructures, l'ébauche propose une somme totale de 59,7 millions de dollars en dépenses. Parmi les projets de taille figurent 3,6 millions de dollars pour le centre aquatique et 4,4 millions pour des travaux de réfection de la caserne de pompiers. La population est invitée à se prononcer sur les propositions d'ici le 31 janvier. Le budget final doit être soumis au vote le 12 février.
Un atelier d'art inuit de renommée internationale au Nunavut célèbre ses 65 ans. Tout a commencé avec un studio d'art si petit et si mal équipé que les graveurs ouvraient les fenêtres sur l'hiver arctique pour ventiler l'endroit des produits chimiques toxiques. Aujourd'hui, c'est une source d'images et d'imagination de renommée internationale qui orne les murs et les tables des Canadiens et des amateurs d'art du monde entier, ainsi qu'une entreprise qui offre tout aux Inuits du logement public à la réparation de petits moteurs. Pauluzi Kaumalgeek, président de la coopérative West Baffin, la plus ancienne organisation artistique autochtone du Canada, qui célèbre cette année son 65e anniversaire, a déclaré que l'horaire de travail est très chargé. Elle a appelé simplement la coopérative dans sa communauté d'origine de Kinngate au Nunavut, mais elle est mieux connue comme le premier studio de gravure qui a fait connaître la vision inuit au monde et a donné au Canada certaines de ses œuvres d'art les plus emblématiques. L'art de Kinngate, anciennement Cap d'Orsay, est apparu sur des timbres postes tels que la chouette enchantée de Kenojuak Ashevak. Entre autres, il a été présenté aux ambassadeurs et a représenté le Canada lors de grandes foires d'art mondiales telles que la Biennale de Venise. La coopérative a vu le jour en 1959, fruit des efforts visant à améliorer la production, la qualité et la commercialisation de l'art que les Inuits réalisaient depuis des siècles. Des studios comme West Baffin ont donné aux créateurs inuits la chance de passer de la sculpture au domaine plus lucratif de la gravure. C'était une époque difficile, se souvient le graveur Niviaksi Kuvianak Tsuliak, qui travaille au studio depuis 34 ans. Plus de 100 personnes y travaillent, ce qui en fait le plus grand employeur de la ville, a indiqué M. Kaumalgeek. Le fil sportif. L'Association d'escrime de la Saskatchewan organise un tournoi inclusif à Regina. Des athlètes de tout âge et de tout niveau se sont affrontés cette fin de semaine lors d'un tournoi d'escrime au complexe sportif Fieldhouse de Regina. Ils provenaient principalement de la Saskatchewan, mais aussi du Manitoba et de l'Alberta. Au total, près de 75 athlètes étaient réunis pour participer aux différentes épreuves de la compétition. Ils pouvaient s'inscrire à des duels à l'épée, au sabre ou au fleuret. Le plus jeune participant du tournoi avait 9 ans, alors que le plus âgé avait 80 ans. La compétition porte le nom de Doug Jackson Memorial en l'honneur d'un membre de la communauté d'escrime provinciale décédé le 26 janvier 2023. Doug Jackson était entraîneur d'escrime dans la province depuis 1963. Les Rough Riders de la Saskatchewan dévoilent leur équipe d'entraîneurs pour la saison 2024. Les Rough Riders de la Saskatchewan ont annoncé lundi les membres de leurs équipes d'entraîneurs pour la saison 2024. Au total, 8 candidats ont été sélectionnés par l'équipe de football, dont 7 nouveaux entraîneurs. Les entraîneurs sélectionnés vont épauler l'entraîneur en chef et le coordinateur défensif Corey Mace, le coordinateur offensif Mark Mueller, ainsi que le coordinateur des unités spéciales Kent Mojeri, l'entraîneur Anthony Vitale, qui s'occupait notamment de la ligne offensive en 2023 est le seul à être de retour avec l'équipe du vert et blanc. Il se verra confier un nouveau rôle en tant qu'entraîneur des porteurs de ballon. Des enfants des communautés sud-asiatiques s'initient au hockey à Winnipeg. La première séance d'entraînement d'un programme de hockey destiné aux enfants issus des pays sud-asiatiques a débuté samedi. Cette année, les initiateurs souhaitent cultiver l'amour du hockey chez les jeunes tout en encourageant la participation des communautés moins représentées. Le programme First Shift, ou en français Premier quart, est offert par l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey et il vise à faire en sorte que le hockey soit accessible, abordable et sécuritaire. Pendant 6 séances d'entraînement qui auront lieu une fois par semaine, les jeunes âgés de 5 à 10 ans apprendront à patiner, à jouer et surtout à s'amuser sur la glace. Le programme peut accueillir une quarantaine de jeunes chaque séance ayant une durée d'1 heure de pratique. Un championnat de hockey mineur ayant un attrait majeur se déroule à Calgary et il n'y a que des gagnants pendant la semaine du hockey mineur ESSO qui a amorcé sa 44e édition vendredi dans les arénas de Calgary. C'est l'un des plus grands tournois de hockey mineur au monde avec 641 équipes jouant près d'1 millier de matchs sur une période de 9 jours. Kevin Kobelka, directeur général de Hockey Calgary, affirme que la passion et l'enthousiasme qu'il constate sur les patinoires sont sans précédent alors que le tournoi se poursuit tout au long de la semaine. C'est une fin de semaine chargée pour certains joueurs et leurs parents puisqu'il y a plus de 300 matchs samedi ainsi que 300 autres dimanches.
Une victoire à Montréal et un record d'équipe pour les Oilers. Le Canadien a finalement cassé contre l'équipe de l'heure de la Ligue nationale de hockey. Evan Bouchard a marqué en avantage numérique à 2 minutes 1 seconde en prolongation et les Oilers d'Edmonton ont défait la formation montréalaise 2-1 samedi soir au Centre Bell. Bouchard a joué les héros grâce à un puissant tir sur réception qui a atteint le poteau avant de franchir la ligne des buts. Les Oilers ont ainsi fracassé un record d'équipe en gagnant un 10e match d'affilée. Ce fil d'actualité est produit par l'Arco en collaboration avec Boréal FM en Alberta. Ce projet est financé par Patrimoine canadien.